Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce mercredi le premier conseil des ministres de la nouvelle année. Au cours de cette séance de travail, le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, a indiqué que l'année 2014 commence sous de bons auspices avec la réalisation ou la poursuite d'importants chantiers dans divers domaines. Fait naturel ou négligence humaine, le fait est qu'un immeuble R+4 s'est affaissé hier mardi à Yopougon sous le regard des populations. Bilan 4 blessés. Dans ce journal, vous aurez les réactions de plusieurs experts dans le domaine du bâtiment. Dans ce journal également, nous irons en Israël où plusieurs milliers de clandestins africains manifestent devant le Parlement à Tel Aviv. Ils contestent le placement en détention d'une centaine d'entre eux. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Commençons cette édition par ce premier conseil des ministres de l'année 2014 qui s'est tenu aujourd'hui même sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On retient de ce conseil que le gouvernement place son action pour 2014 sous le signe de la réponse à la forte demande sociale. Le point avec Jérôme Kofi Abolin. Ambiance tout à fait particulière ce mercredi 8 janvier 2014 au palais présidentiel et pour cause le conseil des ministres qui s'y est déroulé entre 11h et 14h sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Pour les membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, il s'agit d'une réunion de rentrée dans le cadre de l'année nouvelle à peine entamée. Des nombreux sujets abordés, on peut retenir le tourisme comme facteur de développement d'une Côte d'Ivoire qui aspire à être un pays émergent, conformément aux vœux du président de la République, Alassane Ouattara. Le décret qui porte les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Côte d'Ivoire Tourisme. C'est un décret qui, nous l'espérons, va permettre de donner plus d'allant au tourisme, plus de dynamisme à la structure donc en charge du développement du tourisme en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est évidemment de développer le tourisme, de créer des emplois, inciter les populations à la pratique du tourisme et puis également aider à la préservation du patrimoine environnemental et culturel de notre pays. Premier conseil des ministres pour 2014, il a été marqué à l'entame de la réunion par deux messages. D'abord, celui du chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre souhaitant les vœux des membres du gouvernement au chef de l'État, a promis de poursuivre avec la même abnégation les actions menées pour le bien-être des populations. Ensuite, celui du président de la République, le président Alassane Ouattara, qui a félicité les membres du gouvernement pour les résultats satisfaisants enregistrés, les a exhortés à persévérer dans l'effort pour mieux faire face aux défis de plus en plus nombreux. Nous avons encore de nombreux défis à relever en 2014. Nous avons une bonne équipe et je suis confiant que nous parviendrons à relever tous ces défis. Le gouvernement fait déjà beaucoup de choses pour le bien-être de nos compatriotes. Je vous invite tous à continuer et aussi à communiquer davantage. Pour le président Alassane Ouattara, il s'agit surtout de travailler à la promotion de la bonne gouvernance devant inéluctablement conduire à la réduction de la pauvreté pour le renforcement et le maintien de la cohésion sociale. Il s'agit aussi de promouvoir la paix dans le cadre du processus de réconciliation nationale, d'où la décision prise en vue du dégel des biens de certains prisonniers post-crise et de leur réintégration dans l'administration. Avant la tenue de ce Conseil des ministres, le président de la République a reçu en audience hier mardi Birama Boubacar Sidibé, le vice-président de la BID, la Banque islamique de développement, au centre des échanges, la coopération entre Abidjan et l'institution Abiba Dombele-Saoui. Les échanges entre M. Birama Boubacar Sidibé, vice-président de la Banque islamique de développement, et le président Alassane Ouattara ont porté sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette institution financière. Le vice-président de la Banque islamique de développement a indiqué avoir relevé les nombreux défis et projets que le chef de l'État et le gouvernement sont en train de mettre en œuvre dans le domaine économique et dans le cadre de la coopération avec l'ABID. Donc il n'est que normal que nous revoyions de temps en temps le programme de coopération et être sûr que notre institution soit au service de la Côte d'Ivoire pour essayer de répondre à ses besoins les plus urgents. M. Birama Sidibé a ajouté que son institution est un partenaire important de la Côte d'Ivoire, tout comme la Côte d'Ivoire demeure également un actionnaire très important de la BID.
C'est demain, jeudi 9 janvier, que la presse et les médias présenteront leurs vœux au chef de l'État, Alassane Ouattara. Une présentation de vœux qui intervient 3 jours après celle des corps constitués. La cérémonie a donc lieu demain, comme je vous le disais, et c'est à 11 h au palais de la présidence de la République. En plus de savoir jouer au football et surtout marquer des buts, il a également le sens des affaires. Didier Drogba, le capitaine des éléphants footballeurs, vient de signer l'entrée du groupe qui porte son nom dans le capital de la société des mines d'Iti. Il ne sait pas que jouer au football, il a aussi donc le sens des affaires. L'international de Galatasaray détient désormais 5% des parts dans le capital de la société. La signature a eu lieu hier mardi et c'était en présence du Premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Première audience de cette année 2014 à la primature au plateau. C'est l'accordé à l'international footballeur Didier Drogba. Sans crampons ni ballon rond, le capitaine des éléphants arborait une toute autre casquette, celle d'homme d'affaires. Arrivé à 18 h, c'est finalement à 21 h, après de longues heures d'échanges, que la signature de la convention entre son groupe et la société minière d'Iti a eu lieu. C'est une manière de montrer aux Ivoiriens qu'il faut venir en Côte d'Ivoire, il faut investir en Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Donc à nous de montrer le chemin. Donc c'est ce que j'essaye de faire et j'espère être suivi par beaucoup de mes partenaires et même beaucoup de mes frères, de mes concitoyens. Le chef du gouvernement, Daniel Cablan-Duncan, a salué cette initiative de Didier Drogba. Il a exhorté les jeunes Ivoiriens de la diaspora à lui emboîter le pas. Vous allez avoir un modèle pour la plupart des Ivoiriens, et notamment au niveau de la jeunesse. Et le fait que vous ayez décidé d'investir en Côte d'Ivoire à cette période charnière, et disons d'investir dans des domaines qui ne sont pas aussi simples, donc des mines, montre à quel point vous avez confiance donc en ce pays. Et comme on dit que la terre ne ment jamais, de même le sous-sol aussi, vous verrez, ne ment jamais. Et que vous allez avoir, disons que les retombées de cet investissement important que vous faites. 5%, donc au niveau de la mine d'Iti, ce n'est pas rien. Didier Drogba a pour finir remercié le président Alassane Ouattara et souhaité que plusieurs autres suivent son exemple. C'était un reportage d'Alexis Ouedraogo. Une autre signature, celle de la convention entre Kabaniale, la ministre chargée de l'économie et des finances, et une structure américaine. Objectif, l'amélioration du dispositif de gestion des ressources extérieures du pays. C'était hier également au plateau et notre reporter Jean-Jacques Kwame y était pour RTI. En procédant ce mardi à la signature de convention entre l'État de Côte d'Ivoire, représenté par la ministre en charge de l'économie et des finances, Kabaniale, et le premier responsable d'une structure américaine, l'État met fin aux longueurs dans la collecte de données relatives à l'aide. Il s'agit d'une plateforme informatique de gestion de l'aide, aussi bien nationale qu'extérieure, qui va permettre à l'État, selon les deux signataires, de centraliser et faciliter l'accès à l'information sur toutes les ressources mobilisées par la Côte d'Ivoire. L'objet de cette convention est de permettre au gouvernement ivoirien et à ses partenaires techniques et financiers d'avoir à disposition un ensemble complet d'informations sur les financements, sur les résultats de ces financements et sur leur emplacement géographique. Il s'agira d'une sorte de guichet unique de l'information sur les flux d'aide qui contribuera, j'en suis sûr, à améliorer l'efficacité dans le suivi et la gestion des ressources extérieures dont bénéficie notre pays, conformément aux principes de la Déclaration de Paris et au partenariat global de Busan, en Corée du Sud. Atteindre l'objectif d'une croissance de 10% en moyenne à partir de 2014, c'est la vision de l'État de Côte d'Ivoire. Cette convention, d'une durée d'1 an, va booster les statistiques du comité de mobilisation des ressources extérieures comorès. En 2013, ce comité a enregistré 289 programmes et projets ayant fait l'objet de signatures d'accords de financement pour un coût de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Comment un immeuble qui a moins de 10 ans d'âge peut-il s'effondrer comme un château de cartes au moindre coup de vent? Une question qui est sur toutes les lèvres alors qu'à Yopougon, hier, dans l'après-midi, un bâtiment de 4 étages s'est affaissé, faisant au moins 4 blessés. Ce soir, je vous propose un éclairage. Ce sont les explications de quelques spécialistes dans le domaine et c'est au micro d'Adama Koné.
triste bilan, 6 bâtiments qui s'écroulent en l'espace de 12 mois. Les causes, selon les professionnels du bâtiment, sont de 3 ordres. Le non-respect des normes sur la fondation, la mauvaise qualité des matériaux utilisés et la compétence douteuse des employés sur les chantiers. Au laboratoire du bâtiment et des travaux publics, structure étatique chargée de valider la régularité technique de ces chantiers, l'on estime que chaque constructeur doit adopter une démarche responsable. Lorsque vous avez acquis un terrain et que vous voulez construire, vous faites faire le plan de votre maison, notamment quand ce sont des bâtiments à étage, il faut faire une étude du sol pour savoir quel est le type de fondation qui est adapté à votre bâtiment. Une fois que cette étude de sol est faite, vous devez encore, au moment de la construction, vous assurer que les matériaux de construction que vous utilisez sont les bons matériaux. Et puis, dernier élément, évidemment, il faut confier à des entrepreneurs qui ont la compétence. Bien plus, pour prévenir l'irréparable, des mesures s'imposent. Aujourd'hui, lorsque vous construisez votre maison, avant d'avoir l'électricité, il y a Sécurel. C'est une obligation. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a moins de problèmes dans les bâtiments. Par contre, au niveau de la construction, il n'y a pas encore d'obligation. Donc, il y a des acquéreurs de terrain qui ne passent pas nous voir. C'est un appel que nous lançons à tous les Ivoiriens. Face à la psychose que vivent désormais les habitants de logements en hauteur, le LBTP conseille. L'astuce que nous allons donner à nos compatriotes, c'est simplement, lorsqu'ils habitent un bâtiment, qu'ils regardent pour voir est-ce qu'il y a des fissures qui apparaissent dans le bâtiment. Dès lors qu'il y a des fissures qui commencent à apparaître, qu'ils nous alertent. Quand le bâtiment va, tout va, dit-on. Il convient alors d'éviter que le bâtiment s'effondre avec tout. Et cet effondrement qui suscite toujours des interrogations, qu'en pensent les architectes de Côte d'Ivoire? Koupo Nyoleba, le vice-président de l'Ordre, était l'invité de l'édition de 13h de ce mercredi. Il est revenu sur les éventuelles causes d'un tel accident. Voici pour vous un extrait de son intervention. Mais quand on regarde à l'œil nu, par la couleur du béton, donc des parpaings et autres, on sent qu'il y a déjà un problème de dosage. C'est-à-dire quand le béton est bien dosé, il est gris. Et là, tout est pratiquement blanc, couleur du sable et autres. Et puis, il y a aussi le ferrage. J'ai regardé les fers. En tout cas, là-bas, dont la section est plus grande, c'est 12. Et vraiment, c'est de l'amateurisme. Et je l'avais dit ici à plusieurs reprises qu'en architecture, en urbanisme, on ne corrige pas ces erreurs, on les subit, on les fait subir aux autres. C'est ce qui vient de se passer. Voilà, et ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, vous savez, le secteur du bâtiment, il est très complexe. Il y a plusieurs corps de métier. Le premier intervenant, c'est l'architecte. Il conçoit donc le projet et tout ce qu'il peut entrer en ligne de compte en fonction du programme que donc, le propriétaire, le maître d'ouvrage, lui a présenté. Donc, il conçoit le projet. Et maintenant, il y a la phase de réalisation. Il y a d'autres intervenants. Un architecte, automatiquement, il va demander une étude de sol. Surtout dans ce type de zone-là, c'est une zone sablonneuse. Donc, ça dit que la nappe phréatique peut ne pas être loin. Donc, il y a un problème de portance du sol, donc il faut régler. Donc, c'est en fonction de ça qu'il fait ses propositions. Et on s'adresse à un bureau d'études qui fait tous les calculs. Section de fer, même les matériaux, tout ce qu'on doit réaliser. Et c'est tout ce dossier-là, ce lot-là, qu'on remet, donc il remet à l'architecte qui contrôle pour voir par rapport à ce qu'il a proposé si c'est conforme. Et on prend un entrepreneur pour construire, mais qualifié. Après cet effondrement qui a fait bien évidemment, et vous avez pu le voir il y a quelques minutes, plusieurs victimes et d'importants dégâts matériels. Quel est cependant le point de la situation plus de 24 heures après? C'est Franck Quadio qui nous fait ce point. Mardi 7 janvier, une vidéo amateur capte des images d'un bâtiment de 4 étages dans la commune de Yopougon en train de s'effondrer. Nous sommes en début d'après-midi. Le lendemain, 11 h, des badauds tentent encore de retirer des décombres quelques objets. Ce jeune homme vivait au 3e étage. On m'a appelé pour m'informer que l'immeuble est fondu. Donc quand je suis arrivé, je viens de trouver, on a tout perdu. Un autre témoin, ce gérant de boutique, occupait le rez-de-chaussée. Il a vécu les derniers moments avant l'effondrement. J'ai senti que depuis avant-hier, l'immeuble s'est affaissé. Je rentre dans ma boutique et je touche
mon frigo qui est plein, je sens que le frigo balance comme s'il était sur une surface de l'eau. Automatiquement, je rentre dans mon bureau, je m'apprête à prendre l'argent, espèce qui était là. Je vois un carreau qui sort comme ça, qui veut me taper dans les yeux. Je vois que c'est très dangereux. Je dis à mon frère, prends tout ce que tu peux prendre, sortons, l'immeuble va s'effondrer. Selon le même témoin, le propriétaire aurait tenté d'ériger des piliers pour ralentir l'affaissement de l'édifice. Hier matin, il était là avec les main-d'œuvre. Ils ont commencé à creuser. Vers les 10 heures, moi je me suis levé pour aller payer patente. À mon retour, ils étaient là, ils creusaient. J'interpelle le monsieur qui était là. Je lui ai dit, mais le trou que tu as creusé, est-ce que c'est à ce niveau-là que tu l'as creusé? Il me dit non. Il dit, mais donc c'est que c'est dangereux. Plus de peur que de mal, cependant. 4 blessés légers jusqu'à ce matin, 5 heures au dire des secours. Des blessés transportés d'ailleurs au CHU de Yopougon. Ces 4 blessés sont les seuls blessés que nous avons pu dénombrer jusqu'à 5 heures du matin où les opérations de recherche éventuelle de victimes ont été arrêtées. Un tour au CHU de Yopougon, accès interdit à notre caméra, faute d'autorisation. Une certitude cependant, les enquêtes ont été diligentées pour déterminer les circonstances exactes de l'effondrement. Vous allez le voir en image, quelques membres du gouvernement, notamment Paul Kofi, le ministre en charge de la Défense, se sont rendus hier sur place à Yopougon, Maroc. On a pu noter également la présence de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU qui a tenu à venir apporter le soutien de son organisation aux victimes. L'effondrement de cet immeuble hier à Yopougon n'est malheureusement pas une première. 5 immeubles s'étaient déjà écroulés au cours de l'année 2013. Un phénomène qui inquiète plus d'un. Avec Laetitia Monglé, retour sur cette série d'effondrements d'immeubles dans le district d'Abidjan. 25 novembre 2013, à Riviera-Palmeraie, à quelques kilomètres du carrefour Guiraud, un immeuble en construction s'effondre et fait un mort dans les rangs des ouvriers. Le drame s'est produit quelques heures après la tombée d'une forte pluie. Bilan, 11 blessés, dont 2 dans un état critique. Au second trimestre de l'an 2013, plus précisément le 5 mai, ce fut au tour d'un bâtiment R+3 de s'écraser à Bobo Extension. Il y a eu ce jour-là au moins 4 blessés. Le mois de décembre 2013 aura été le plus tumultueux. En plus de l'effondrement de l'immeuble de Cocody-Angré, un autre magasin à étage R+3 à Koumassi Inch'Allah a également trouvé sa chute. Dernier cas de ces effondrements en série, un immeuble de 4 étages à Yopougon, Maroc. Le drame qui s'est produit ce 7 janvier aux alentours de 14h30 a fait, selon les sapeurs-pompiers militaires, 4 blessés également. Au vu de tous ces effondrements en série, une seule question: quelle est cette tempête qui fait tomber les immeubles d'Abidjan comme des châteaux de cartes? Pour le dernier en date, mairie de Yopougon et ministère de la Construction se rejettent la faute. Je crois qu'il est temps qu'au niveau du ministère de la Construction, que les conditions d'obtention des permis de construire soient revues et qu'on ne s'arrête pas au simple respect du recul par rapport à la route et un certain nombre de règles. Il faut imposer qu'il y ait un calcul de béton armé pour obtenir la construction d'un immeuble au-delà de R+1. Les permis de construire sont délivrés en 2 endroits. Il y a des permis qui sont délivrés par le ministère lorsqu'il s'agit de bâtiments qui vont recevoir du public et des bâtiments de certaines hauteurs. Et puis, il y a d'autres permis qui sont délivrés par les municipalités, malheureusement. Le rapport sur les 5 premiers bâtiments qui donc sont écroulés font état de ce que tous les permis avaient été délivrés dans les municipalités et les prescriptions qu'il faut observer absolument n'ont pas été respectées. Nous avons connu ces accidents, mais nous allons faire en sorte que cela n'arrive plus. En tout cas pour l'heure, les éventuelles causes seraient le non-respect des normes de construction, les immeubles bâtis sur des terrains non viabilisés, les intempéries et la main-d'œuvre à moins de coûts et le plus souvent non qualifiée. En attendant que les enquêtes aboutissent, les locataires des maisons à étage vivent eux désormais dans la psychose totale.
Dans le cadre du retour en Côte d'Ivoire des exilés militaires et paramilitaires, faisant suite à l'appel du président de la République Alassane Ouattara, 105 personnels des ex-forces de défense et de sécurité sont rentrés hier mardi 7 janvier et ont été reçus par Paul Kofi Kofi, le ministre auprès du président de la République chargé de la défense. À ce jour, on note 155 exilés militaires rentrés, dont 4 officiers et 151 sous-officiers et militaires du rang, sur un effectif théorique de 200 à 300 absents non justifiés. Je vous rappelle que ces exilés viennent du Ghana, du Togo, du Bénin, du Libéria et de la Guinée équatoriale. D'autres arrivées sont prévues dans les prochains jours. Le recensement général de la population et de l'habitat démarre dans quelques jours avec le recrutement, la formation et le déploiement des agents recenseurs sur le terrain. Pour assurer la réussite de cet important projet lancé par le gouvernement, l'INS, l'Institut national de la statistique chargé de sa mise en œuvre, a initié une série de rencontres avec les partis politiques. Après le FPI et le MFA, c'est la direction du RDR qui a accueilli les membres de l'Institut de statistique. L'objectif étant de présenter l'intérêt de ce projet. 30 000 agents recenseurs formés et déployés dans les prochains jours sur l'ensemble du territoire national. Un budget quasiment bouclé, le Brésil qui prête 22 000 smartphones et son expertise à l'INS pour la collecte et le traitement numérique des données. Bref, tout est fin prêt pour le 4e recensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire qui n'a pu se faire en 2008 à cause de la crise. Selon le programme de l'INS, à partir du 15 avril 2014, les résultats provisoires du dénombrement de la population et des sites habités du pays devraient être disponibles, ce qui permettra de mettre à jour les données statistiques nationales, instrument indispensable à la planification du développement de la Côte d'Ivoire, qui faisait jusque-là défaut au gouvernement. Ibrahim Abba, directeur général de l'INS, par ailleurs directeur exécutif du Comité national de recensement, a présenté tout le processus à la direction du Rassemblement des Républicains, RDR. Mais le RDR pense déjà aux élections de 2015. Le parti a voulu savoir quel lien peut-il avoir entre le recensement de la population et la liste électorale. Le recensement général de la population va nous permettre de cadrer le nombre d'électeurs. Avant ces échanges avec le RDR, l'INS avait déjà rencontré d'autres partis politiques, notamment le FPI, le MFA, l'UDC et d'autres institutions telles que le Conseil économique et social. C'était un reportage de Victorine Yao Yobwe. Le G25 continue ses concertations pour la candidature unique du président Alassane Ouattara à la prochaine élection présidentielle. Le groupement de plusieurs députés proches du RHDP était ce mercredi en visite chez les rois et chefs traditionnels pour susciter leur adhésion à l'idée. La rencontre a eu lieu au siège du Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Sidonie Davila. Pour leur première sortie de l'année, les députés issus de 5 groupes parlementaires que sont le RDR, le PDCI-RDA, l'UDPCI, le MFA et des indépendants réunis au sein du G25 se sont rendus chez le Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Les députés ont expliqué leur ambition de créer un consensus national autour de la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP aux élections prochaines. Ambition partagée par les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire qui se disent honorés de cette visite, la première du genre. Ils saluent, encouragent et apportent leur soutien à cette initiative. Nous disons celui qui est en train de travailler pour nous là, on voit. On n'est pas pour lui, on n'a pas de parti politique. Le président Alassane Ouattara, il nous a prouvé qu'il peut dormir tranquille dans sa tombe. Il ne nous a pas appris un pays de la guerre, il ne nous a pas montré un pays de guerre, mais un pays de paix. Et les Ivoiriens doivent faire en sorte que la paix puisse revenir pour que Oufo-Bagni sache qu'il a fait un bon travail et qu'après lui, celui qui vient après lui fera mieux que lui. Le G25, satisfait de pouvoir compter sur l'appui des garants de la tradition ivoirienne, a par ailleurs sollicité une audience auprès du président des rois et chef traditionnel Nana Anibile dans les jours à venir. Le reportage de Sidonie Davila a été commenté par Maïs Sako.
C'est dans la nuit de dimanche à lundi prochain que la communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre officiellement la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Dans la nuit de dimanche à lundi prochain, l'annonce a été faite hier par le COSIM, le Conseil supérieur des imams. La cérémonie officielle du Mawlud sera donc organisée dans la nuit du 12 janvier avec pour thème les orientations spirituelles et morales du prophète Mohammed pour la réforme de la société. Kwasi Mamadou. Le 10 Rabil Awal 1435 post-Égir, soit le dimanche 12 janvier 2014, constitue la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, ou encore le Maulid. Selon les responsables du COSIM, Conseil supérieur des imams, l'événement sera marqué au cours de la nuit du dimanche au lundi 13 janvier 2014 par une conférence publique et des prêches sur le thème de l'orientation spirituelle et morale du prophète Mohammed pour la réforme de la société. Aujourd'hui, la consommation des drogues et de l'alcool se répand de manière inquiétante. Il y a un certain retour vers le fétichisme. Parce que les uns, pour se protéger contre ceci, comme on dit en malinké, pour devenir tchefari, les gens sont allés un peu dans tous les sens pour rappeler aux uns aux autres, notamment à la jeunesse, qu'il faut revenir aux valeurs cardinales qui fondent toute société qui veut aller de l'avant. La particularité selon l'imam Ousmane Diakité, c'est que le thème retenu est national et sera traité dans toutes les mosquées au cours de la célébration du Maoulid. En Côte d'Ivoire, la commémoration de cet événement qui nécessite le déplacement des populations vers leur région d'origine dure un mois. Un mois au cours duquel les fidèles musulmans sont invités à renforcer leur foi religieuse à travers des lectures coraniques, des invocations, des méditations et des prières nocturnes. La page internationale à présent, mais tout d'abord en bref et en images. Les délégations sud-soudanaises réunies en Éthiopie n'ont toujours pas réussi à s'entendre. Les négociations pour parvenir à un cessez-le-feu coincent toujours sur la question de la libération des prisonniers politiques. Une condition du camp de l'ancien vice-président Riek Machar, refusée par celui de Salva Kiir. Sur le terrain, les combats ont repris dans le nord du pays et autour de la ville de Bor, une ville qui a changé 3 fois de main depuis le début de l'insurrection le 15 décembre dernier. Environ 10 000 migrants africains clandestins continuent de manifester à Tel Aviv, en Israël. Ces rassemblements, qui sont les premiers de ce type dans le pays, dénoncent l'adoption d'une loi autorisant le placement en détention des clandestins sans procès jusqu'à 1 an. C'est en plein désert du Negev, loin des regards, qu'a ouvert il y a près d'un mois le centre de détention de Holot. Derrière les barbelés essentiellement des Soudanais, des Érythréens, tous demandeurs d'asile, considérés comme clandestins par l'État hébreu. C'est le cas de Toumezgui, cet Érythréen de 36 ans a fui son pays il y a 3 ans à la recherche d'une nouvelle vie en Israël. Son rêve s'est envolé. Je pense que ce gouvernement se bouche les oreilles et a fermé son cœur. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution. Selon une loi votée le 10 décembre dernier, les immigrés clandestins peuvent rester ici pendant 1 an sans procès. Alors c'est l'attente et une situation incompréhensible pour la plupart des détenus qui demandent à être considérés comme des réfugiés. Quand j'ai voulu passer la frontière, les soldats m'ont dit « Ok, pas de problème. » Mais après, le gouvernement ne te donne pas de papier pour travailler. Alors je suis resté sans autorisation. Nous souffrons. Actuellement, le centre de Holot accueille près de 500 immigrés clandestins. C'est censé être un lieu ouvert, mais les détenus ont l'obligation de pointer et de rentrer pour la nuit. Certains d'entre eux ont bravé les interdictions pour participer depuis quelques jours à une série de manifestations à Tel Aviv. Ils dénoncent le refus des autorités d'examiner les demandes d'asile et le placement en rétention de certains d'entre eux. Les migrants sont en colère, confrontés à un Premier ministre israélien déterminé à ne pas fléchir. Ils viennent de pays en guerre, mais le gouvernement israélien veut ignorer leur statut de réfugiés et veut endiguer l'immigration clandestine. Il estime à 60 000 le nombre d'Africains entrés clandestinement en Israël.
Plus de 13 000 familles ont fui ces derniers jours la ville irakienne de Falloujah, en proie à des combats et des bombardements depuis que des hommes armés d'Al-Qaïda en ont pris le contrôle. La plupart vivent désormais dans des écoles, des bâtiments publics et chez des parents. Le Croissant Rouge avait fourni de l'aide à plus de 8 000 familles ces 3 derniers jours à travers la province, majoritairement sunnite d'Al-Amba. Falloujah est en détresse, il n'y a presque plus rien à manger et à boire. Pour terminer, je rappelle le bilan provisoire qui fait état de 4 blessés à la suite de l'effondrement d'un immeuble hier après-midi dans la commune de Yopougon. Les victimes ont tout de suite été immédiatement évacuées par le SAMU au centre hospitalier universitaire de Yopougon pour leur prise en charge pendant que les recherches d'éventuels disparus ou blessés se poursuivaient encore. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur RTI.